Hommage à tous les travailleurs en ce jour de 1er mai, journée internationale du travail. La rédaction vous propose ce soir le portrait croisé de deux braves dames. Alimakura Mariko et Maïmouna Keita sont mécaniciennes conductrices de train à Transrail Mali. Fantasare nous présente ces travailleuses atypiques en fin d'édition. Nous ferons un tour, pas en train, mais avec le gouverneur de la région de Kaï dans le cercle de Kenyeba. Pour le colonel Salif Traoré, il s'agissait de voir et d'échanger sur les perspectives de développement de cette zone qui compte à son actif 5 exploitations minières. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez raison de nous avoir choisis. Bienvenue à cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Le Premier ministre Django Sissoko a reçu ce matin en audience une délégation de parlementaires allemands. Des parlementaires qui sont venus échanger avec le chef du gouvernement sur l'évolution de la crise sécuritaire et institutionnelle du pays. Après la primature, la délégation s'est rendue à l'Assemblée nationale. À noter que le Parlement allemand votera dans les prochains jours une nouvelle aide au développement en faveur du Mali. Brahma Traoré, compte rendu. Les parlementaires allemands viennent s'informer auprès du Premier ministre Django Sissoko sur les derniers développements de la crise au Mali. Entre le chef du gouvernement et ses hôtes, les échanges portent sur l'organisation de l'élection présidentielle au mois de juillet, les processus de réconciliation et la formation de l'armée malienne. Les députés allemands se disent confiants de l'avenir du Mali et assurent les autorités de la transition de leur soutien. Nous avons assuré que le Parlement allemand est avec une très vaste majorité disposée à aider ce pays à nous engager, non pas seulement dans ce processus de transition, mais au-delà, dans la stabilisation de la région et au développement économique du pays dans une façon très inclusive. Après cet entretien, nous sommes assez optimistes que ce pays est sur une bonne voie et nous voyons toutes les chances que les problèmes actuels soient surmontés. Surmonter pour permettre au Mali de reprendre sa place, toute sa place dans le concert des nations. À la primature, tout comme à l'Assemblée nationale, la crise sécuritaire et institutionnelle au Mali a dominé les échanges. Le président de l'institution, Younossi Touré, et ses homologues ont également parlé du renforcement de leur coopération. Une coopération jugée bonne. Le Parlement allemand a d'abord voté le mandat pour la présence militaire, pour notre contribution à l'UTM, mais le Parlement allemand votera également l'aide au développement qui doit être une aide pérenne et non pas seulement une aide ponctuelle. Les parlementaires allemands quittent donc la primature et l'Assemblée nationale avec cet engagement. Un engagement qui ne peut que confirmer l'excellente relation entre l'Allemagne et le Mali. Un tour à l'Assemblée nationale où des membres du gouvernement Django étaient interpellés hier. Lors de la deuxième phase des interpellations et réponses, les députés ont pu être clarifiés sur certains points comme l'engagement ferme des autorités pour une libération totale de Kidal, le respect du calendrier électoral, les moyens mis à la disposition de l'armée. Adama Koudjo, les détails. Les députés se sont beaucoup intéressés à la question Kidal où l'armée nationale est toujours absente. Et les élus ne comprennent pas cela au moment où l'on parle d'organisation d'élections sur l'ensemble du territoire national. Comment peut-on comprendre que des troupes françaises, avec les troupes maliennes, puissent pourchasser les djihadistes jusqu'à Gao et Tombouctou et arriver à Gao, dire que ces troupes ne peuvent pas entrer à Kidal, que parce que l'armée malienne n'a pas de ressources? Nous ne pouvons pas comprendre cela, Monsieur le Président, et il est très difficile que si nous, les députés, ne comprenions pas cela, que de simples populations puissent comprendre. Si l'armée n'est pas à Kidal, il n'y a pas d'élection. La condition sine qua non des élections, c'est qu'il faut que l'armée soit présente à Kidal, et elle le sera certainement. Si les Ménélas ne se conforment pas aux prérequis définis par le gouvernement, les Ménélas restent un objectif à battre. Concernant le calendrier électoral de juillet, pas de doute au niveau du gouvernement, le respect de la date est plus qu'une nécessité car c'est le seul moyen de sortir le pays de la crise institutionnelle. Nous n'allons
jamais céder à la facilité. Est-ce que le mois de juillet est un délai court? Bien évidemment que oui. Est-ce que ça nous demande beaucoup d'efforts? Bien évidemment oui. Est-ce que ça paraît intenable pour certains? Oui, certains l'ont déjà dit. Mais nous avons la conviction que nous pouvons nous donner tous les moyens pour permettre les élections au mois de juillet. Le pays est engagé dans la lutte contre le terrorisme pour recouvrer l'intégrité du territoire. Et dans ce domaine, les moyens logistiques jouent un rôle de premier plan. Tchena Koulibaly, ministre de l'économie, des finances et du budget, rassure que tout est mis en œuvre pour satisfaire les besoins. Au départ, on avait 78 milliards. Et puis son ministre ajoutait à 78 milliards les 3 milliards qui sont aujourd'hui à BDM, plus le milliard 5 des miniers, plus les 8 milliards 9 téléphonistes. Et tout ça est à disposition du ministère de la Défense. En vérité, les 3 milliards, on n'y a pas touché parce qu'on a de toucher autre chose. Je vous ai dit que depuis le début de l'année, on a fait beaucoup d'acquisitions. En dépit de tout cela, hier, nous avons fait le point. Il nous reste 20 milliards sur la partie État. En plus des 20 milliards, il y a donc les 3 milliards de la BDR, le milliard 5 des miniers, il y a les 8 milliards 9 dollars. Le ministre et moi, on a fait le point. Donc, tout l'argent est disponible pour le ministère de la Défense et on va au rythme de consommation qui est possible. Alors, mais cela dit, il y a toujours des règles. Lors de leur deuxième passage pour les questions orales, les parlementaires ont également évoqué les difficultés que rencontrent les citoyens pour se doter de la carte d'identité nationale. Certains députés proposent l'augmentation de la durée de validité du précieux sésame. À propos des passeports maliens que possèdent des citoyens d'autres pays, le ministre demande la moralisation dans l'établissement de l'état civil. Certains passeports de citoyens vont au niveau des mairies. Ils se font délivrer des actes de naissance qui sont faux. Et vous trouvez que, déjà, au lieu même de mettre né vert, vous trouvez que des gens mettent né à tel lieu, telle date, à telle heure, alors que tout est faux. Alors que c'est donc sur la base de ces pièces que les forces de sécurité et les sous-préfets établissent les cartes d'identité. Donc il y a donc un défaut, n'est-ce pas, originel. Au terme des travaux, les députés ont réaffirmé leur confiance au gouvernement dans la mise en œuvre de la feuille de route en votant à l'unanimité le projet de résolution par 110 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Première audience du président de la commission Dialogue et Réconciliation, Mohamed Salia Sokona, a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Saïd Djinit est venu faire part de l'appui de l'Organisation des Nations Unies à la commission. Il l'a dit au micro de Alousseinou Touré. Nous sommes venus, mon collègue David Gresley, qui est responsable de notre mission des Nations Unies à Bamako, et moi-même, venir faire une visite, rencontrer le président de la commission et les membres du bureau. D'abord pour le féliciter pour leur nomination à cette importante responsabilité au service de la nation. Une fois installé, parce que je crois que David a rencontré le président avant l'installation, mais il était important pour nous de venir, une fois installés, venir les voir, les saluer, les féliciter, mais aussi et surtout leur dire toute la détermination et de l'accompagnement des Nations Unies. Nous sommes venus avec toute l'équipe qui sont des experts en matière de dialogue et de réconciliation, et nous avons réitéré à M. le Président et à ses collègues de la Commission toute la détermination, encore une fois, et la volonté des Nations Unies d'appuyer le travail de la Commission. Il y a l'expertise que les Nations Unies peuvent apporter, l'échange d'expériences d'autres pays. Il y a aussi l'appui à tous les niveaux que la mission des Nations Unies qui vient d'être décidée et qui se déploiera au fur et à mesure apportera pour permettre le travail de la Commission au plan matériel, logistique et d'autres considérations. Donc il y a beaucoup que les Nations Unies peuvent apporter à cette Commission, mais nous sommes venus, comme j'ai dit à M. le Président, surtout leur souhaiter plein succès, leur dire que nous comptons beaucoup sur le travail de cette commission, et comme nous soutiendrons cette commission, comme nous soutenons fortement le Mali au moment où il y a une tendance à l'apaisement, et nous sommes confiants que les choses iront en s'améliorant pour le Mali et que la commission apportera sa très grande contribution.
À présent, ce chiffre, 200, il s'agit de 200 ans d'indépendance des Pays-Bas. Pour marquer cette fête nationale, l'ambassadeur a offert un cocktail auquel ont pris part plusieurs membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et de nombreux ressortissants néerlandais. Youssouf Diakité était aussi présent pour Mali Actualité, son reportage. Et je vous signale que pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure d'identifier ce reportage et ceux qui vont suivre. Nous nous en excusons. Youssouf Diakité. L'arrivée du nouveau roi William Alexander à la tête du royaume des Pays-Bas à partir de ce 30 avril 2013 est l'une des informations clés données par l'ambassadeur Martin Brou. Martin Brou s'est ensuite apaisanti sur le bilan des 3 décennies de coopération fructueuse entre les Pays-Bas et le Mali. Depuis plus de 30 ans, de bonnes relations existent entre le Mali et les Pays-Bas. Des relations basées sur la solidarité, l'amitié et des intérêts respectifs. Intérêts respectifs? Oui. Pensez aux appuis mutuels que nous nous donnons régulièrement dans le fora et organisations internationales. Par exemple, les Pays-Bas ont déjà reçu l'appui du Mali pour un siège dans le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2017. Les diplomates ont ensuite rappelé les défis communs aux 2 pays pour 2013. Le Mali et les Pays-Bas se retrouvent dans une bonne position de départ pour entamer ensemble une nouvelle étape de reconstruction et de refondation. Les Pays-Bas auront un nouveau roi, le Mali aura bientôt un nouveau président. Une nouvelle étape commencera. Maliens et Néerlandais restent convaincus que nos 2 pays ont beaucoup d'intérêt dans le renforcement de la coopération bilatérale. Direction le camp Boubacar Sadassi de Koulikoro. Je vous rappelle que plus de 700 éléments de notre armée bénéficient d'une formation accélérée dans ce camp. Les formateurs venus de 13 pays d'Europe et ces éléments ont reçu la visite du chef d'état-major de l'armée des terres. Fousseini Tunkara, reportage. Les visites de constat et d'encouragement en faveur du premier GTIA bénéficiant de la formation de l'Union européenne et leurs formateurs se poursuivent. Après la visite effectuée par les parlementaires, nous assistons aujourd'hui à celle du chef d'état-major de l'armée de terre. L'officier supérieur dit venir s'enquérir de l'état d'avancement de la formation du premier GTIA composé de plus de 700 éléments venus de différentes unités. Avant d'entamer la visite, le colonel-major Ibrahim Afane a eu droit à un bref exposé présenté conjointement par la partie malienne et française. Cet exposé lui a permis de connaître tout le processus de cette première phase de la formation de l'Union européenne. Bon, cette formation, elle a un point spécifique, c'est-à-dire que nous avons 2 objectifs, à la fois former les soldats, les unités, mais aussi former les cadres. Nous devons être en mesure d'aider l'armée malienne à fournir au gouvernement malien pour le 10 juin un bataillon d'infanterie, le noyau dur, avec ses moyens agrégés, aptes à être engagés au combat dans la foulée. À l'intérieur du camp Boubacar Sadassi, où sont concentrés les différents ateliers, au champ de pratiques tracé par les experts européens, partout où les visiteurs ont mis pied, le constat est bon. Je retiens des instructeurs très chevronnés, très disponibles, malgré l'éloignement et l'environnement difficile. Qui sont adaptés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Également, j'ai vu des troupes maliennes très enthousiastes, très impliquées, très attentifs, qui cherchent à maîtriser parce que ces troupes sont conscientes de ce que le commandement attend d'elles. Il est quand même nécessaire de retenir qu'à l'issue de cette formation, 4 bataillons autonomes seront disponibles, capables, au dire des formateurs, de défendre efficacement la patrie malienne. Le gouverneur de la région de Kaï, lui, était en visite dans les mines de Yatela, Sadiola, Loulou, Kougoto et Tabakoto. Occasion pour le colonel Salif Traoré d'échanger avec les responsables miniers de développement communautaire et de l'emploi des jeunes. Avec les autorités administratives, politiques et la société civile, il était question d'enclavement intérieur, d'insécurité résiduelle avec des braquages sur la nouvelle route Bamako-Kenyeba. Jafar Aïdara a suivi le gouverneur dans sa tournée. Le gouverneur de Kaï à l'intérieur de la région, après celle de Nyoro, a permis au chef de l'exécutif de rencontrer les autorités administratives, politiques et la société civile du cercle de Kenyeba et de toucher du doigt les problèmes auxquels le cercle est confronté.
Ces problèmes ont pour nom le désenclavement intérieur. La route reliant Kéniéba à Kaï est en très mauvais état. Les autres problèmes concernent l'insécurité résiduelle se traduisant par les braquages qui deviennent de plus en plus fréquents. Le vol de bétail, la pollution de l'environnement par les orpailleurs. Cette visite a été l'occasion d'échanger sur la situation sécuritaire et politique de notre pays et sur les élections de 2013. Le matériel électoral est sur place à Kéniéba. Il me paraît utile de rappeler les actions déjà entreprises ou en cours. L'inventaire et la mise en état du matériel électoral, l'identification des lieux de vote, la création des commissions d'organisation au niveau du cercle et des arrondissements. Au cours de cette visite, le colonel Salif Traoré s'est rendu dans toutes les mines d'or de la région. Il a échangé avec les responsables des mines sur le développement des communautés qui vivent autour des mines. Il leur a demandé de soutenir les projets de développement communautaire et donner la priorité à l'embauche des jeunes. Kéniéba représente une grande partie de l'économie malienne aujourd'hui à travers les sites miniers que le cercle abrite. Et il fallait que je vienne m'entretenir avec les autorités administratives, politiques et la société civile pour prendre leurs préoccupations, les analyser, faire ce que nous pouvons faire au niveau régional et transmettre ce que nous ne pouvons pas au niveau national. Nous en avons profité également pour rendre une visite de courtoisie dans les sociétés minières, voir ce qu'elles font, surtout leur contribution au niveau du développement local. Le gouverneur a d'autre part visité le chantier du motel du conseil de cercle qui est en finition. Les travaux sont financés sur les fonds de privatisation de la Sotelma. Le colonel Salif Traoré a enfin inauguré le logement annexe du préfet financé par les mines de Loulou et de Gungoto pour plus de 20 millions de francs CFA pour acquérir une carte dans le cercle de Kéniéba. Et je vous informe que les ministres de la Défense du continent hier mardi 30 avril à Addis Abeba en Éthiopie leur 6e réunion ordinaire sur la défense, la sécurité et la sûreté. La délégation malienne à la rencontre était conduite par le colonel Abdrahman Babi, conseiller technique au ministère de la Défense et des anciens combattants. La rencontre s'est penchée sur le rapport de la présidente de la commission sur l'opérationnalisation de la capacité de déploiement rapide de la force africaine en attente et la mise en place d'une capacité africaine de réponse immédiate aux crises. C'est ce qu'il nous dit Alassane depuis la capitale éthiopienne. Dans la région, les financiers poursuivent bien et même très bien. Pour informer les cadres et les élus régionaux de ce bon déroulement, le gouverneur Mahamadou Djabi a initié une rencontre. Idrissa Goulou Sissoko nous en parle. En région de Sikasso, les régionales s'activent pour mobiliser les cadres et les élus autour des élections. Après avoir fait le tour des cercles où il y a des préparatifs de l'élection présidentielle prochaine, le gouvernement Doubi vient de rentrer les cadres des échanges, la liste électorale, le vivier des agents électoraux, la distribution. Il est rare que dans tous les cercles, les commissions sont à pied d'œuvre. Le matériel électoral est sur place. Le vent de préparation. On entend également de comprendre certains aspects qui sont liés à la relecture de la loi. L'élément clé, c'est les préparatifs d'instruction de l'INA. En ce qui concerne les équipes, nous avons suffisamment de ressources humaines. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI mobilise ses troupes. J'ai eu l'occasion de rencontrer tous les démembrements de la CENI qui ont été formés aux outils de supervision et de suivi des opérations électorales. Et nous avons fait de bonnes séances de travail. Nous avons constaté également que l'administration est très avancée par rapport à la préparation du processus électoral. Pour la réussite de ces élections en région de Sikasso, le gouverneur sollicite l'implication de tous les acteurs. Non, au niveau de la région, vraiment, c'est ce que j'avais dit, il n'y a pas de problème particulier. Tout le matériel pratiquement est en place. Et les préfets sont partis à Bamako, on fait les derniers réglages avec la DGE, le centre de traitement des données. Donc nous n'attendons que le reste de l'exécution du chronogramme. Sinon au niveau de la région, nous n'avons pas de problème particulier.
Ici à Bamako, la plateforme des partis unis pour la République pure s'élargit. Elle vient d'enregistrer l'adhésion des militants du parti Rassemblement pour l'unité et le progrès. La convention a été signée au CICB et par cette signature, le président du Rassemblement pour l'unité et le progrès, Ousmane Dramane Diawara, soutient la candidature de Husseini Amion Guindo, président du CODEM, à l'élection présidentielle prochaine. À noter qu'à ce jour, les purs 16 partis avec cette nouvelle adhésion. Voilà une convention signée au CICB et par cette signature, le président du Rassemblement pour l'unité et le progrès, Ousmane Dramane Diawara, soutient la candidature de Husseini Amion Guindo, président du CODEM, à l'élection présidentielle prochaine. Aujourd'hui, 1er mai, journée internationale du travail. L'événement a été marqué ce matin au siège de la Confédération syndicale des travailleurs CSTM par une conférence de presse nationale du bilan tué par la CSTM depuis 2008 jusqu'à maintenant. s'est illustré sur plusieurs chantiers de développement au profit des travailleurs affiliés à la dite centrale. Parmi ces chantiers, il y a la signature d'une convention avec la FPS AICID de Madrid. Cette collaboration a entraîné la mise en œuvre d'un projet de 4 ans relatif au renforcement des capacités des structures de la CSTM, ce qui a permis la création d'une vingtaine de GIE dans les 7 régions du Mali et le financement de 37 projets pour une valeur de 158 millions de francs CFA. Aujourd'hui, l'impératif pour les organisations syndicales africaines, nationales et internationales, notamment la CSTM au Mali, était non seulement de se doter de compétences, de capacités d'analyse et d'anticipation, mais aussi de réaliser une véritable professionnalisation de l'action syndicale au fin de jouer son rôle de contre-pouvoir et de force de proposition face à la gestion politique du pays. D'autres projets mis en œuvre par la CSTM au cours de ces 5 dernières années concernent l'acquisition et l'aménagement de 500 hectares de terre dans la zone de Bewani au profit de 500 familles paysannes ou encore le financement des activités génératrices de revenus au profit d'une soixantaine d'ex-useuses dans une dizaine de localités. Le syndicat doit être à l'avant-garde du développement puisqu'il est désormais appelé d'une part à participer et à suivre tout le processus d'élaboration et de mise en œuvre des plans et programmes de développement en tant que partenaire social et acteur au développement, et d'autre part, à veiller au respect des droits et libertés des travailleurs tout en suivant scrupuleusement le niveau d'application des principes et droits fondamentaux au travail en lien avec la question de la bonne gouvernance. En plus de l'appui aux travailleurs déplacés ou des journées de sensibilisation, la CSTM a également initié d'importantes sessions de formation à l'intention de ses affiliés sur plusieurs thématiques. Parmi elles, la problématique de la migration de la main-d'œuvre, celle des élections, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et enfin le pacte national pour l'emploi et l'économie informelle. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure d'identifier certains reportages de ce journal. Toutes nos excuses. Autre rencontre, toujours dans le cadre du 1er mai, la Confédération malienne du travail, CMT, s'est penchée sur le multisyndicalisme. C'était à la faveur d'une conférence débat. L'inauguration du nouveau siège du syndicat des travailleurs de la Sotelma Malitel était également au menu de la journée. Cheikh Oumar Sangari. Situation actuelle du pays oblige. Les défilés et autres manifestations ont cédé la place à une conférence débat. Certes modeste, mais cette conférence débat a permis à la Confédération malienne du travail CMT d'outiller ses militants sur le multisyndicalisme. Au centre des débats, historiques, enjeux et perspectives du multisyndicalisme. La CMT est une centrale syndicale qui mise sur le secteur informel. Compte tenu de la situation sociopolitique du pays, donc les activités ont été réduites à leur strict minimum. Travailleurs ne veut pas dire salariés forcément. Nous estimons que tous ceux qui travaillent à leur sueur de leur fond, même la ménagère qui se trouve dans son foyer est une travailleuse parce qu'elle exerce quelque chose qui l'occupe dans la vie. Donc nous axons aussi nos actions sur le secteur informel. Le syndicat des travailleurs de la Sotelma Malitel STSM est affilié à la CMT. Le bâtiment qui abrite la rencontre est son nouveau siège qui est ainsi inauguré.
Selon son secrétaire général, le STSM entretient de bonnes relations avec sa direction générale. Les rapports sont bons et en témoigne l'octroi à notre syndicat d'un siège équipé, tel que vous venez de constater. C'est dans une pensée commune à notre pays qui vit des moments difficiles que les militants et sympathisants de la CMT ont célébré le 1er mai 2013. Ils ont observé une minute de silence à la mémoire de nos soldats et ceux de la MISMA tombés sur le champ de l'honneur au nord du Mali. Et toujours dans la mouvance de la fête du travail, à retrouver en fin d'édition le portrait inédit de deux braves femmes mécaniciennes et conductrices de train. Sur un tout autre plan, le groupe de suivi budgétaire vient de présenter le rapport d'analyse du projet de loi des finances rectificative 2013. C'était au cours d'une conférence de presse. Le document fait l'analyse sectorielle de la loi des finances 2013 et des propositions destinées aux décideurs pour la prise en compte des besoins sociaux de base. Les précisions, c'est avec Adama Koudjou. Le rapport d'analyse du projet de loi de finances rectificative 2013 du groupe de suivi budgétaire GSB met en évidence l'évolution des priorités de l'État et les allocations budgétaires des principaux secteurs de développement. Parmi ces priorités, il y a la promotion de la croissance accélérée et durable et le renforcement des services sociaux de base. Étant un groupe de suivi budgétaire, il faut pouvoir anticiper, voir où l'État voudrait mettre ses ressources. Et pour nous, qui sont nos ressources? Qui sont les ressources des citoyens? Et qu'est-ce qu'il en fait? Quelles sont les orientations? Nous avons analysé sous ces différents angles et il se trouve que en des moments où il y a des difficultés, où on pense qu'il faut réduire les charges, on retrouve que les charges augmentent. Pour l'amélioration des conditions de vie des populations, un certain nombre de propositions sont faites dans le rapport. Aujourd'hui, le pays a besoin d'une armée forte, d'une armée qui peut sécuriser l'ensemble du territoire et des citoyens, sinon de tous ceux qui vivent sur le territoire malien. Nous disons que cela est extrêmement important. Mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue que le sous-développement est aussi une cause d'insécurité. Donc, l'accès aux services sociaux de base, éducation, santé, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable constituent aussi des priorités qu'il ne faut pas négliger du tout. Les questions des hommes des médias ont porté essentiellement sur la définition de la loi des finances, l'incidence des ressources minières sur les besoins budgétaires. La paix revient au Mali et on peut éventuellement s'attendre à un rapide redémarrage du tourisme. C'est pour cela que l'Agence nationale pour l'emploi a initié en 5e région la formation de 268 guides professionnels de la région de Mopti et ceux déplacés des régions du nord du Mali. Le programme est intitulé Programme de formation, de reconversion et de réinsertion des guides touristiques. Yacouba Maïga, correspondance. Le programme conjoint de formation, de reconversion et de réinsertion des guides de tourisme va s'articuler autour de deux volets essentiels. Un programme de formation de 268 guides professionnels de la région de Mopti et ceux déplacés des régions du Nord en gestion et financement de projets et l'octroi à ces derniers de 50 tonnes de produits alimentaires d'une valeur de 17 millions de francs CFA. Le processus de reconversion qui durera 3 mois se déroulera en 3 phases. L'identification des créneaux porteurs en vue de dégager les secteurs d'insertion, l'élaboration des plans d'affaires et la recherche de financement en vue de leur installation. Pour les autorités régionales, ramener le débat autour de la reconversion des guides vient à point nommé. Le tourisme est un apport capital de la région et ils vont pouvoir rehausser l'économie de cette région-là. Aujourd'hui, la région de Mopti, avec plus de 49,18% des guides professionnels, est la région la plus affectée par la crise, mettant au chômage plus de 10 000 personnes. Quant aux bénéficiaires, ils s'engagent à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en eux. Nous donnons l'assurance que ce projet sera conduit à bon port. Le programme de réinsertion des guides de tourisme est une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi en partenariat avec l'Office de tourisme et de l'hôtellerie avec un accompagnement financier du programme d'appui à la formation professionnelle de SUS Contact et du programme alimentaire mondial.
Le gouvernorat et l'académie d'enseignement de Gao viennent de bénéficier de matériel de bureau et de kits scolaires de la part de l'association Koima Manatraouri, assisté à la réception du don. Le retour de l'administration au nord passe par sa dotation en matériel de travail. Un grand pas vient d'être franchi à voir ces bureautiques dessins. Imprimantes, photos et ordinateurs vont atteindre l'académie d'enseignement de Gao et démembrement. L'administration revenue depuis le 18 mars ne possède jusque-là ni ordinateur, ni imprimante, encore moins de photocopieuse. Le pillage orchestré par le MNLA en est la cause principale. Et je suis certain que nous allons effectivement mettre tout en œuvre pour que soit judicieusement utilisé au seul intérêt effectivement de la population. L'administration victime, elle aussi, de cette destruction a bien accueilli ce don de l'association Koima France. L'association Koima a bien voulu amener des kits scolaires et des livres aux élèves de toutes les classes, à peu près 400 kits. Je ne peux que remercier cette association. Les jeunes scolaires ont également bénéficié des cartons de craie, des kits scolaires, de quoi réjouir les responsables scolaires. On remercie la donatrice d'avoir pensé à cette école, une école créée en octobre 1963, bientôt 50 ans, et une école aussi qui a connu le passage du MNLA. Et c'est là qu'ils ont tout apporté. Vous pouvez faire le constat, même si vous rentrez dans les classes, les tables bancs ont été amenées, il n'y a pas de kit scolaire, rien, absolument rien, tout le mobilier a été emporté. À travers ces gestes, la diaspora de France vise la relance rapide des activités dans les zones reconquises. Depuis l'agression de notre pays, la diaspora malienne a œuvré pour pouvoir sensibiliser, mobiliser, alerter, surtout alerter sur le problème du Nord. D'autres structures seront concernées par ce geste dans le cercle d'Ansongo. Partons à Kita où l'action contre la faim fait le bonheur des populations aussi, vient d'inaugurer des infrastructures d'adduction d'eau afin d'améliorer les conditions d'un coût de plus de 73 millions de francs CFA. La réalisation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de capacités locales de prise en charge de la malnutrition aiguë et d'accès à l'alimentation. Nos envoyés spéciaux sont Fatoumata Kone et Aliou Touré. L'eau potable est une denrée nécessaire pour la bonne santé des populations, mais pour l'avoir dans les zones éloignées, c'est la croix et la bannière. Pour épargner les Quitois de cette corvée, l'ONG Action contre la faim a initié un projet dans ce sens. Appelé projet de renforcement des capacités locales de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë et d'accès à l'alimentation dans le cercle de Kita. C'est dans le cadre de ce projet que l'ACF a facilité la construction d'adductions d'eau dans 7 structures sanitaires de Kita. Pour ce faire, une délégation de l'ONG s'est rendue à Mambiri, première étape de l'inauguration des infrastructures réalisées par l'ACF, d'une valeur de près de 41 millions de francs CFA. Ça représente beaucoup en matière de santé. Pour nous, vraiment, on est vraiment contents. Parce que sans l'eau, il n'y a pas de santé, surtout de l'eau potable. Après Mambiri, direction sur Banandougou, située à 40 km de Kita. Une des 17 localités bénéficiaires de latrines équipées de dispositifs de lavage des mains, d'un coût global de près de 32 millions de francs CFA. Dans l'espoir que ces matériels et équipements permettront de remettre l'hygiène et l'assainissement au centre des préoccupations des centres de santé, avec une plus grande implication des agents de santé, je vous prie de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour un usage rationnel. Ces ouvrages réalisés contribueront à renforcer les capacités des centres de santé et à sauver des vies humaines, particulièrement nos enfants qui constituent l'avenir de demain. Au total, l'ONG ACF a réalisé 44 cabines avec rampes d'accès d'eau dans près de 24 villages de Kita, des réalisations financées par l'Union européenne. L'association Entente des femmes volontaires pour le développement vole au secours des élèves de l'école fondamentale de Sanakoroba. Elle vient de faire don de produits divers de scolarisation. Fademba Keita, reportage. Contribuer au développement socio-économique des femmes rurales et des enfants, c'est l'une des missions de l'association Entente des femmes volontaires pour le développement.
Cette cérémonie de remise des dons composée de fournitures scolaires, de vêtements et de jeux d'hiver entre dans ce cadre. Ces dons sont de l'association Entente dont je suis la présidente. Nous avons voulu que la remise de cette année se fasse à Sanankoroba. C'est pour aider les enfants à mieux se consacrer aux études. Le geste devient une réalité grâce au soutien de l'opération Enfants de Noël, une opération affiliée à l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali. Nous sommes partenaires avec l'Entente. Il y a de cela quelques années, ces dons nous viennent des États-Unis d'Amérique. Nous avons choisi Sanankoroba parce qu'il y a un village SOS de Sanankoroba ici. Et nous pensons qu'il y a des enfants qui vivent dans des situations difficiles à Sanankoroba ici. Les autorités scolaires et les bénéficiaires se disent honorés. Nous sommes contents pour votre cadeau et je vous les remercie. De sa mise en place en juillet 2011 à nos jours, l'association et ses partenaires ont déjà procédé à une dizaine de remises de plateformes multifonctionnelles, de tricycles aux personnes handicapées et de matériel de maraîchage au groupement des femmes. Konyobila, Kungoja, Muntugula, Dialakorobougou et de Falani. De la culture dans cette édition avec Modibo Souaré qui nous présente ce soir l'exposition intitulée Transition photo lancée depuis le 11 avril dernier à la médiathèque de Médina Koura. Transition photo retrace à travers des images inédites l'histoire politico-sécuritaire d'une année de transition au Mali. L'exposition qui vient de sillonner l'intérieur du pays est à l'actif de Balanise soutenu par l'USAID Mali et le programme d'appui à la transition malienne. Suivons ensemble. Après Kati, les régions de Mopti, Ségou, Kaye et Sikasso, l'exposition Transition Photo est de retour à Bamako. Ce passage à l'hémicycle marque la fin du périple de cette initiative itinérante dans le Mali profond. Le projet a ainsi permis aux populations de ces localités de réfléchir à travers des photojournalismes sur les événements passés au cours d'une année de transition au Mali. Après avoir rencontré le peuple de manière innocente, il nous a paru fondamental de venir à une institution aussi importante. Et je pense que la responsabilité des élus, le fait de voter des lois extrêmement importantes, je pense qu'il est important pour eux de ne pas oublier ce qui s'est passé. Plus d'une centaine d'œuvres réalisées par 12 photographes maliens sont exposées ici. En somme, un condensé en images de quelques faits marquants de l'histoire politique de notre pays depuis le coup d'État de mars 2012. Ces photos constituent un outil de communication, voire un outil d'éducation civique et d'éducation à la bonne citoyenneté. Il y a toujours de nombreuses questions et de doutes en période de transition, mais vous pouvez aider à apaiser les doutes de vos concitoyens à travers la communication. Cette exposition est à la fois pédagogique et cognitive. Non seulement elle nous enseigne sur ce qui s'est passé au Mali en telle année pendant la transition, mais aussi tirer les leçons pour le futur. Elle est aussi une valeur documentaire pour les historiens et les générations futures. À travers donc cette exposition, les photographes journalistes viennent décrire ainsi une page d'un pan de l'histoire politico-sécuritaire du Mali. Allez, un mot de littérature, et ça tombe bien ce jour de 1er mai. Le livre intitulé « Histoire politique du syndicalisme malien » vient d'être lancé. L'ouvrage de 264 pages retrace les périodes du syndicalisme malien, de ses origines à nos jours, écrit par Ahmed Sidibé, lui-même syndicaliste. Le livre est aussi un cours magistral sur la vision, les méthodes, les programmes et les stratégies qui forment de bons futurs syndicalistes. Garibou Pérou nous fait la présentation.
Grâce à la parution de cet ouvrage intitulé « Histoire politique du syndicalisme malien », le syndicalisme malien est désormais immortalisé. Le livre en question est réparti en 5 grandes parties. Naissance du mouvement syndical en passant par le syndicalisme sous la Première République jusqu'à son renouvellement dans les contextes de la démocratie et de la mondialisation. Dans cet ouvrage, l'auteur Ahmed Sidibé explique comment ce mouvement a évolué dans le moule de la politique au Mali. La rareté des documents relatifs au mouvement syndical, rareté provoquée par l'autodafé des archives. Il fallait chercher à reconstituer une certaine mémoire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Ce livre est du coup pour les syndicalistes les fils conducteurs dans l'élaboration de toutes les politiques. Il permettra donc aux futurs syndicalistes de connaître toutes les péripéties politiques et d'avoir une orientation plus conforme au contexte du pluralisme politique. Monsieur Ahmed Sidibé a comblé un vide de l'histoire d'un mouvement qui a joué des rôles très importants du Mali avant l'indépendance et du Mali après les indépendances. Il pense que le syndicat devrait être pour l'État un partenaire social qui peut effectivement apporter sa contribution à la lutte pour le développement au lieu de se compromettre avec le pouvoir. Le natif des Cailles, Ahmed Sidibé, a débuté l'activité syndicale en 1971, en témoigne l'ouvrage. Le travail entrepris en 274 pages porte essentiellement sur le Mali, même si souvent la situation africaine est évoquée en certains endroits. L'auteur Ahmed Sidibé nous rappelle dans les livres les grandes dates qui ont marqué la vie syndicale au Mali. Il s'agit de celle de la création de l'Union régionale des syndicats du Soudan en 1946 et celle de l'Union nationale des travailleurs du Mali en 1963 et entre autres. En somme, l'auteur démontre tout le rôle que le syndicalisme a joué dans l'émergence de la vie politique dans notre pays. Voilà le livre à l'avoir. Autre parution, l'annonce, un hebdomadaire d'information générale paraissant les mardis désormais dans vos kiosques. Et voilà, comme vous le voyez sur les images, l'annonce, une information générale passant les kiosques. Place à notre grand format consacré au parcours de 2 femmes. Il s'agit de Alimakura Mariko et de Maïmouna Keïta. Ces 2 braves dames sont des travailleuses atypiques, mécaniciennes et conductrices de train à Transrail Mali. Comme non seulement un hommage à la jeune féminine, mais surtout au monde du travail, Fanta Sangari nous amène à leur rencontre. Je ne vous dis pas plus que ça, suivons ensemble. Alimakura Mariko et Mme Maïmouna Keïta, 2 jeunes dames au destin commun. Elles sont toutes 2 le fruit du collège technique moderne CTM de Bolivana. Sorties avec un brevet de technicienne, nos 2 dames ont fait leur premier pas comme techniciennes à l'énergie du Mali. À Transrail, elles ont été admises par voie de concours de recrutement. Âgée de 34 ans, Alima est très discrète et tenace. Elle dévoile très vite ses capacités et son habileté. J'ai pris l'essor parce que je voulais avoir un travail. Donc j'ai vu que le Transrail a besoin de faire un recrutement pour les techniciens. En un premier temps, ils nous ont mis en instance pour dire que les femmes ne viennent pas ici pour la conduite. Un jour, ils m'ont appelé pour venir faire le concours. J'ai passé. Donc, après, on est rentré faire la formation pour 9 mois. Et je suis sortie majeure de ma promotion. Mariée, mère d'un garçon âgé de 32 ans, Mme Maïmouna Keïta pense qu'il faut réussir quel que soit le métier sans considération du sexe. Surtout quand on est allé à la même école que les hommes. J'ai fait le brevet technicien pour l'électromécanique, sorti avec mention assez bien. Ensuite, je suis venue ici pour faire la formation d'aide-conducteur de train. Surprise et inquiétude au moment du dépouillement des dossiers, mais puisqu'elles ont osé et cru, il fallait se jeter à l'eau. La direction n'a guère regretté un seul instant. Les dames ont postulé au même titre que les jeunes garçons. Et après avoir examiné leur dossier, elles répondaient toutes aux critères de sélection et les dossiers ont été approuvés, elles ont compétit et le résultat était satisfaisant. Depuis leur arrivée à la régie, ces 2 dames se sont montrées exemplaires. Aucun problème avec les chefs et les collègues hommes. Le travail en parfaite harmonie avec les conducteurs qui sont les hommes aussi. Tout comme dans les hôpitaux, ailleurs on voit des sages-femmes et consorts qui assurent
les gardes. L'emploi des dames conductrices de train à Transrail est aujourd'hui innovant. Les dames ont commencé à conduire le train il y a bientôt 5 ans. Les passagers ou les usagers, chaque fois qu'ils voient ces dames en train de conduire, éprouvent une sorte de satisfaction. Et ils se disent aujourd'hui, il n'y a pas de fonction discriminatoire au niveau de Transrail. Après le recrutement, Alima et Maïmouna ont suivi une formation professionnelle pour être conductrices de train. Cette première formation a été sanctionnée par l'octroi d'un brevet 229 qui leur donne droit à la manœuvre d'un train. Elles sont au top, elles se respectent, le travail se passe très bien. Au-delà du manœuvrage à Korofina, elles vont souvent à la gare de Bamako et Kati pour le ramassage des wagons. Nos deux dames assistent les hommes à la conduite, ce qui nous a permis de faire la ligne Bamako-Kati avec Alima, notre mécanicienne accompagnait un train voyageur. Elles ont eu une formation technique, donc elles sont utilisées en même temps que les hommes, dans le même roulement. Donc elles travaillent correctement et elles sont assidues dans le travail. La conduite, je me réjouis beaucoup de ça parce que dans le temps, le phénomène n'existait pas. Je peux dire que c'est une des premières fois sur pratiquement tous les réseaux africains. Intégrer les femmes comme conductrices prouve qu'il n'y a pas de métier tabou. Humble conviction du secrétaire général du syndicat. Depuis l'indépendance, les femmes n'avaient jamais conduit au Mali. Donc cette initiative prise par la direction générale, encouragée par les partenaires sociaux, nous démontre qu'il n'y a pas de tabou de métier et que nous apprécions beaucoup ces deux femmes. Les femmes, partout où elles ont la compétence, elles peuvent contribuer au développement de la nation. Les femmes ont vite intégré le groupe. Par rapport à l'emploi des femmes au niveau de la conduite, je crois que nous ne pouvons que nous en réjouir. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, au niveau de la corporation, ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes capacités et cela, c'est quelque chose que nous saluons. Les usagers de la voie ferroviaire sont impressionnés et surpris de voir une femme aux commandes d'un train. C'était ma première fois de voir une femme conductrice de train. Pour moi, c'était un travail d'homme seulement. Ça m'a étonné. Pour les proches de Maïmouna, ce métier est l'aboutissement de sa fonction de technicienne, ce qui n'entrave à rien sa vie conjugale. Personnellement, moi, je ne porte pas de problème dans la mesure où elle a fait une formation de technicienne en électromécanique. Et bien, je crois qu'elle était destinée à occuper des postes avec des hommes. C'est souvent difficile, c'est pas facile. Mais on arrive à gérer. Depuis que je suis domina, je suis terrain bouli, je suis jarani, parce que ne boulot, ne remet délicat, ne clôt la kafo ko muso be terrain bouli, no lu flaté. Pour l'entourage d'Alima, une femme exemplaire en société. Allah terrain bouli la tigama a jarani. Muso de do terrain bouli ma bala ka muso ya bara foila. Terrain bouli na fana e hera misra la ma sayama. Le cas de ces deux dames conductrices de train est un exemple typique d'émancipation de la femme. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de métier tabou pour hommes et femmes. Et puis c'est joli, ces femmes conductrices de train. Bonne fête à tous les travailleurs du monde. Ce qui met un point final à ce journal. Merci de votre aimable fidélité à votre télévision nationale.